Alors, nous allons reprendre notre matinée. J'ai le plaisir de présider cette table ronde et non pas celle de cet après-midi. Marie-Christine Esclassan nous rejoindra probablement en début d'après-midi et présidera la dernière séance de l'après-midi. C'était déjà d'ailleurs Céline Viessant qui devait assurer la présidence de cette après-midi, mais finalement j'ai joué les couteaux suisses pour vous, pour ce colloque. Oui, couteaux suisses. Et donc voilà où nous en sommes sur cette table ronde consacrée à l'approche fonctionnelle, aux objectifs des finances locales avec ce maillage territorial, cette rationalisation budgétaire et l'intérêt général. J'en profite pour saluer Daniel Lamarque qui nous a rejoint par visio et qui sera également avec nous cet après-midi par visio. Voilà, je tenais à la saluer. Alors sur notre table ronde plus brève finalement qu'elle ne le sera, déjà parce que vous n'êtes que deux intervenants. Donc il y aura effectivement Mathieu Hauser, maître de conférence à l'Université de Franche-Comté, et Sébastien Cotte, professeur de droit public à l'Université de Poitiers. Pour cette table ronde, on devra se passer de Mathieu Doat, mais je suppose qu'on aura sa contribution écrite ultérieurement. Et donc, sans tarder, je vais passer la parole à Mathieu Hauser en établissant d'emblée un lien, puisque j'avais bien retenu les propos de Manuel Thirard hier, lorsqu'il a évoqué justement les limitations à l'autonomie financière en évoquant les en évoquant les transferts et péréquations, ce qui sera justement l'objet de l'intervention de Mathieu sur l'impossible refonte des finances locales par la péréquation. Je lui cède la parole. Merci Madame la Présidente. Avant toute chose, je tiens donc à remercier très chaleureusement les organisateurs, donc Basile et Céline. Alors, pour aller directement à l'essentiel, les finances locales, vous le savez, issues de l'esprit de la décentralisation, sont entrées en crise depuis les années 2000 en raison de la conjonction de plusieurs éléments. Le premier d'entre eux, vous le savez, concerne la volonté de l'État de réduire le montant des dotations qu'il verse aux collectivités. Pour mémoire, pendant des années, jusqu'en 2008, ces dotations ont toujours connu une évolution en lien avec et ou l'inflation et le PIB, et ce, indépendamment du dynamisme de la population qui est aussi pris en compte dans le calcul des dotations. Cette ère est désormais révolue avec un montant stabilisé pour l'instant, mais après 4 années de baisse drastique, expliquant aujourd'hui le recul actuel et historique de l'investissement public local. Ce niveau des dotations, par rapport à ce que l'on a connu, semble gouverné par la volonté de l'État d'instaurer une forme de rigueur budgétaire, à la suite notamment de la crise de 2008 et de la hausse des dépenses publiques. On peut donc estimer que la volonté de l'État est de voir les collectivités réduire leurs dépenses de fonctionnement. Alors, cependant, cette logique de baisse des dotations n'épuise pas à elle seule les finalités de l'État. Il y a, à travers cette baisse des dotations, une autre logique qui est celle de l'État de vouloir reprendre le contrôle de certaines dépenses locales. À ce titre, on peut illustrer ce propos en comparant la baisse des dotations avec la hausse des subventions, ce qui permet à l'État, grâce à un pouvoir préfectoral discrétionnaire, de pouvoir indirectement contrôler certaines dépenses d'investissement. Et je pense tout particulièrement à la hausse récente et importante de la dotation de soutien à l'investissement local. Mais la crise des finances locales ne s'explique pas que par la baisse des dotations. La fiscalité locale, conquise lentement depuis le XIXe siècle par les collectivités, apparaît, à mon sens, en miettes après 11 ans de réforme fiscale. Réduction drastique du pouvoir de taux et déterritorialisation constituent les lignes directrices de la nouvelle fiscalité qui s'installe progressivement, avec 2 impôts en première ligne, la CVAE, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, et la TVA. Là encore, cette nouvelle fiscalité peut être interprétée comme le retour de l'État. Pourtant,
on peut défendre une idée, et c'est celle que je défends, on peut aller plus loin, et estimer que le rôle de l'État doit être renforcé encore au nom de l'égalité financière entre les collectivités, et ce, en dépassant largement l'idée de péréquation. En effet, et c'est mon point de vue, à partir du moment où les collectivités ne disposent plus d'outils pour créer les conditions de leur développement, le rôle de l'État doit être renforcé en lien avec la péréquation. Alors, la péréquation, à l'heure actuelle, on le sait, elle existe. Elle est mentionnée par la Constitution, notamment par l'article 72-2 alinéa 5, qui malheureusement n'est pas d'une précision extraordinaire. Pour vous rappeler l'article, celui-ci indique que la loi prévoit des dispositifs de péréquation destinés à favoriser l'égalité entre les collectivités. Alors, prévoit, c'est pas très clair. Péréquation, c'est pas très clair. Égalité entre collectivités, c'est pas très clair. Alors, déjà, pour revenir à faire un rapide historique, lors de la rédaction de cet article, au cours des années 2002 et 2003, on a eu un certain nombre d'hésitations dans la formulation à retenir. Si on prend le projet de loi constitutionnelle du 16 octobre 2002, celui-ci indiquait que la loi met en œuvre des dispositifs pouvant faire appel à la péréquation en vue de corriger les inégalités de ressources entre les collectivités. Donc vous voyez que déjà la formulation initiale n'était pas très jolie, met en œuvre, inégalité de ressources sans savoir ce que c'est. Donc on a une certaine difficulté à définir la péréquation. Alors, on assiste cependant à un décalage entre un besoin d'égalité financière, comme je vous l'ai dit, dans le contexte de recentralisation des finances locales, mais en parallèle de cela, on a une réalité juridique de la péréquation qui est extrêmement faible. Or, à rebours de cette problématique, on a beaucoup de personnes et d'acteurs qui s'approprient ce terme, indépendamment de la réalité complète que je viens de décrire. C'est ce que nous verrons dans un grand 1 concernant l'affirmation mystique de la péréquation. Et, dans un deuxième temps, on reviendra sur un petit peu sur ce que Manuel a abordé hier. Nous verrons qu'il y a des limites indépassables dans le cadre actuel concernant la consécration de la péréquation. Alors, l'affirmation mystique de la péréquation découle du fait qu'elle est régulièrement invoquée, tant par les hommes politiques que par la doctrine. Cependant, même si elle est régulièrement invoquée, on a deux limites majeures. On a d'une part une juridicité limitée et d'autre part des montants relativement faibles. Alors, la juridicité limitée de la péréquation, on le sait, elle découle certes de la formulation retenue par la Constitution, mais également de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui considère la péréquation comme un objectif à valeur constitutionnelle qui doit concilier deux logiques. D'une part, l'égalité, et d'autre part, la libre administration. En outre, on va un petit peu plus loin, car pour, on va dire, les deux juridictions importantes, à savoir le Conseil constitutionnel et le Conseil d'État, le droit français ne connaît pas le droit à un traitement différent. Cette grande logique du principe d'égalité, elle est reprise en finances locales, et elle est même reprise par le Conseil d'État. Dans une décision de 2012 concernant le FPIC, qui est le Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, donc Fonds de péréquation horizontale, c'est-à-dire qu'on prend les collectivités pour redonner à d'autres collectivités, le Conseil d'État nous rappelle que le principe d'égalité n'impose pas aux législateurs de traiter différemment certaines collectivités. Il n'y a donc pas un droit dans l'ordre juridique français à la différenciation, et cela s'applique bien évidemment en finances locales. Alors, si j'insiste sur cela, c'est pour comparer avec d'autres États. Si on prend l'article 106-3 de la loi fondamentale allemande, on a bien finalement une consécration dans la norme suprême d'une forme de solidarité entre les Länder. Les besoins financiers de la fédération et des Länder doivent être estimés de telle sorte qu'une juste compensation soit obtenue. On retrouve également, au sein de la Constitution espagnole, la consécration du principe de solidarité. Donc on voit bien que d'un État à un autre, on peut avoir des conceptions différentes de la solidarité et donc de la péréquation, mais qu'en droit français, la péréquation, au niveau de la norme constitutionnelle et du principe d'égalité, n'est pas réellement consacrée. Alors, cette absence de construction théorique de la péréquation se double d'un choix très clair en matière d'indicateurs. Le droit français
contrairement à d'autres États, refuse d'instaurer ce qu'on appelle des cibles de péréquation, c'est-à-dire des objectifs à atteindre en matière de réduction des inégalités. Ces objectifs, ils existent dans certains États, on le retrouve en Allemagne, en Suède, où finalement on estime qu'à un objectif de 10 ans, on doit pouvoir atteindre des écarts entre catégories de collectivités en matière de ressources fiscales. On a essayé en droit français, c'est vrai que le législateur essaye beaucoup. On avait même consacré dans la loi du 4 février 1995 un article 68 selon lequel on devrait, alors je vous lis la formulation, les ressources ainsi calculées rapportées par an au nombre des habitants de l'espace régional sont corrigées afin de tenir compte des charges des collectivités. Elles ne peuvent être inférieures à 80% ni excéder 120% de la moyenne nationale par habitant des ressources. Vous voyez bien qu'on avait instauré une cible d'inégalité, mais elle n'a jamais été dans la pratique utilisée. Alors, cette volonté de cantonner la péréquation, car c'est bien mon point de vue au second plan, se reflète également dans la réforme de la fiscalité. Je suis assez effaré qu'on ait réformé la fiscalité locale de cette façon-là depuis 2 ans. Donc, loi de finances pour 2020, on a réformé la taxe d'habitation en créant un nouveau panier de ressources fiscales au niveau local, et la réforme des impôts de production dans la loi de finances pour 2021, avec des conséquences très fortes pour les collectivités. On a eu, notamment surtout concernant la TH, on a eu des rapports préparatoires, on a eu le temps de réfléchir. On a eu le temps de réfléchir, mais on a uniquement réfléchi sur le type d'impôt. On n'a pas réfléchi sur les conséquences des nouveaux impôts par territoire. Est-ce qu'il va y avoir des territoires gagnants, des territoires perdants ? On le sait qu'il va y avoir des gagnants, des perdants, mais on a simplement dit dans les rapports qu'il faudrait réfléchir aux indicateurs. C'est-à-dire, on réforme, on crée une nouvelle fiscalité, et après, on réfléchit aux indicateurs. Et donc, ça veut dire qu'on relègue la péréquation et l'analyse des inégalités fiscales dans un deuxième temps. On aurait très bien pu avoir la démarche inverse et de dire on réforme la fiscalité, mais on veut en même temps s'interroger sur les inégalités entre les territoires. On aurait pu faire des simulations extrêmement précises, ça n'a pas été fait. Ça n'a pas été fait, et la réforme des indicateurs, elle est en cours actuellement avec des débats majeurs. Un exemple très simple, je ne vais pas rentrer dans le détail technique, ça ne sert à rien. On a un indicateur aujourd'hui qui s'appelle l'effort fiscal. L'effort fiscal, on va mesurer la pression fiscale exercée par une collectivité. Compte tenu de la suppression du pouvoir de taux, enfin, dans la plupart des impôts qui vont être créés, cet indicateur n'a plus lieu d'être. On est en train de s'interroger aujourd'hui sur son remplacement par le revenu par habitant. C'est-à-dire on comparerait le revenu par habitant entre les territoires et on intégrerait cela dans l'effort fiscal. C'est quand même une réforme majeure. Et ce débat-là, on le fait passer pour un débat technique, alors qu'à mon sens, c'est un vrai débat politique. Alors j'avance un petit peu, que le temps passe, et j'en suis qu'à mon petit 1 du grand A du grand 1. Donc, un deuxième élément qui illustre un petit peu le caractère mystique de la péréquation, c'est sa prise en compte, on va dire, en demi-teinte, dans les dispositifs de contractualisation. 2 exemples rapides. Dans les contrats de Cahors, dont on a un petit peu parlé, on a finalement une prise en compte très très faible de la santé financière des collectivités. On a certes demandé au préfet un petit peu de souplesse, de tenir compte des particularités, mais ça s'arrête là. À aucun moment, le législateur n'a demandé d'aller plus loin. On a une réponse du gouvernement d'il y a quelques semaines qui est assez intéressante, qui nous dit d'ailleurs « Le dispositif de contractualisation financière prend en compte les spécificités de chacune des collectivités concernées à travers l'utilisation des facteurs de modulation du taux d'évolution des dépenses. À aucun moment, on ne parle de péréquation ou de collectivité en difficulté. » Deuxième élément rapide, on en a parlé tout à l'heure, concernant la dotation de solidarité communautaire. On a un certain nombre de dispositifs. On a la loi de 2014 sur la ville, on a la loi NOTRe, où effectivement on demande d'instaurer des pactes financiers et fiscaux de solidarité. Donc le mot solidarité est prononcé, mais à aucun moment le préfet ne va exercer un réel contrôle de ce qui est mis en place.
La DSC, oui, c'est bien, sauf que la DSC, il peut y avoir plein de critères facultatifs, et surtout, le montant est très faible. Et le rôle de l'intercommunalité, ce n'est pas que de porter des projets, c'est également de faire en sorte qu'il y ait une véritable solidarité au sein du territoire. Donc il y a, à mon sens, une double mission de l'EPCI, sauf que la deuxième mission de solidarité, à l'heure actuelle, n'est que de l'affichage, notamment en raison du rôle très faible du préfet. Alors, le deuxième élément qui explique qu'il y a une affirmation un petit peu mystique de la péréquation, c'est que les montants sont relativement faibles. Qui plus est, les montants de péréquation verticale, c'est-à-dire les montants qui proviennent de l'État vers les collectivités. Alors, rapidement, car le temps passe, hein, dangereusement. Ouais, dangereusement. Si on prend la péréquation verticale, on a des dispositifs au sein des communes et des départements. Notamment sur les communes, on a la DSU, on a la DSR, mais l'évolution de ces dotations n'est pas financée par l'État. C'est financé par un écrêtement sur la dotation forfaitaire que perçoivent les communes. C'est donc une forme de péréquation horizontale. Ça veut donc dire que la péréquation verticale, avec des fonds provenant de l'État, n'existe pas. On prend à des collectivités A pour redonner à des collectivités B au sein des dotations, mais c'est de la péréquation, là encore, horizontale. Et forcément, avec cette logique, les montants dédiés à la péréquation sont limités. Alors, maintenant qu'on vient de voir que la péréquation, finalement, était mystique, on peut également s'interroger sur le fait si elle est mystique, c'est en présence de limites indépassables. On a aujourd'hui deux grandes limites indépassables. On a d'une part la libre administration des collectivités, qui est fermement consacrée, et d'autre part des limites institutionnelles. Alors, concernant la libre administration des collectivités, ce qui est assez remarquable avec ce principe, c'est que la libre administration protège très très mal les collectivités par rapport à l'État. En revanche, elle protège énormément les collectivités contre la péréquation horizontale. C'est-à-dire, le législateur, s'il veut instaurer des objectifs assez ambitieux de péréquation horizontale, c'est-à-dire prélever certaines collectivités pour redonner à d'autres collectivités, il est clairement limité par la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui lui impose obligatoirement, à mon sens, d'instituer un plafonnement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer des dispositifs qui évolueraient constamment et négliger l'existence d'un plafonnement. Ce plafonnement, il existe uniquement pour protéger la libre administration. Donc on voit bien qu'il y a, on va dire, une supériorité de la libre administration par rapport à la péréquation. Et pour rebondir sur un débat de ce matin, sans réforme de la Constitution, il ne peut en être autrement. Le deuxième élément qui illustre la force de la libre administration, c'est l'existence de dotations toujours extrêmement inégalitaires. C'est-à-dire, si on prend notamment la dotation globale de fonctionnement, la plupart des montants reposent sur des logiques totalement différentes de la péréquation. En effet, on a au sein de la DGF le maintien de dotations, de compensation, de suppression d'impôts locaux extrêmement fort. Au nom de quoi, je vous pose la question, on maintient de façon historique des compensations d'impôts supprimés d'il y a 15, 20 ou 30 ans. Pourquoi est-ce qu'on ne les remet pas en cause sur des critères beaucoup plus axés sur la péréquation, sur des indicateurs financiers? Si on ne remet pas ça en cause, alors on va en parler dans quelques minutes si j'ai le droit, je mets la pression. Si on maintient cela, c'est au nom de la défense des collectivités et de peur finalement de réformer trop abruptement la DGF. Le deuxième élément, c'est l'existence d'un nombre de garanties infinies au sein de la DGF. C'est-à-dire chaque fois qu'on réforme, mais on crée des garanties à 95%, 90% sur plusieurs années. Donc à partir de là, chaque réforme va être considérablement encadrée. Et le dernier élément que je ne développerai pas car c'est un petit peu technique, c'est le maintien d'un coefficient logarithmique extrêmement puissant qui avantage les collectivités à forte population. Dernier point en 1 minute, j'en suis conscient, concernant les limites institutionnelles. Effectivement, on a un fonctionnement de la décentralisation en France qui bloque toute réforme de la péréquation. Le fonctionnement, c'est la carrière politique. Carrière politique, on commence par un mandat local,
On est au sein de la commune, de l'EPCI. Après, on va essayer d'aller au conseil départemental. Et après, si tout se passe bien, on va être député ou sénateur. Sauf que, une fois qu'on est député ou sénateur, on va éviter finalement de scier sa base locale et donc de trop contredire les communes, qui sont un petit peu la base de la décentralisation en France en termes de nombre. Et cela explique des échecs majeurs au Parlement en termes de réforme de la péréquation. 2 échecs historiques, la réforme de la dotation globale de fonctionnement. Je vous rappelle qu'en 2016, on avait eu une réforme majeure dans laquelle 75% des collectivités auraient été gagnantes. Réforme extrêmement bien préparée avec des rapports parlementaires très précis. Le gouvernement a fait un travail très très carré. Cette réforme a été votée, inappliquée, puis supprimée. Si ça, c'est pas un bel exemple finalement d'échec lié à la carrière politique, je ne sais pas ce que c'est. Deuxième élément, c'est la remise en cause du FPIC, du Fonds de péréquation des ressources intercommunales et communales, lors de son institution par le législateur en 2011. Il était indiqué que ce FPIC, finalement, serait égal, une fois sa montée en puissance au bout de 2-3 ans, à 2% des ressources fiscales. Sauf que ce 2% s'est transformé en 1 milliard, et depuis, ce milliard, il est gelé. Là encore, c'est un retour en arrière assez fantastique au sein du Parlement. Et le dernier point en conclusion, ces échecs institutionnels sont peut-être le reflet d'une absence de structure intermédiaire entre les collectivités et l'État. On a des exemples étrangers dans lesquels on a des structures extrêmement puissantes, c'est-à-dire qui vont répartir les dotations, qui vont avoir un véritable rôle que n'a pas le CFL. On est sur des instances qui sont extrêmement techniques, mais qui ont un pouvoir de décision. Et effectivement, ce n'est pas le rôle du Sénat d'aller dans ce sens-là, mais il est vrai qu'on peut s'interroger sur une réforme peut-être du CFL, Comité des finances locales, sur un rôle beaucoup plus poussé, notamment pour la péréquation, ce qui constituerait une réforme à minima, mais une réforme utile, à droit constant, sans réformer la Constitution. Je vous remercie pour votre attention.